Après un début de course difficile et douloureux dans la tempête, les skippers ont mis les bouchées doubles dans cette descente de l'Atlantique Nord. Les compteurs le plus souvent s'affolent, avec des speedos qui grimpent parfois à plus de 28 nœuds. Les marins et leurs montures sont fidèles au rendez-vous qui s'était fixé. Ce Vendée Globe se promettait d'être passionnant, il l'est d'entrée de jeu. Lundi 17 novembre, 8e jour de mer. Ils sont à nouveau 26 en course. Jean-Baptiste de Gentil, le benjamin de l'épreuve, est à peine reparti des Sables d'Olonne que la tête de flotte slalom déjà entre les îles du Cap-Vert. Depuis plus de 3 jours, Loïc Perron ouvre la route. Pour garder son leadership, il vient de s'offrir une nuit complètement blanche. C'est la bagarre, hein. C'est la bagarre dans ce petit Cap-Vert. Ça a été une bagarre un peu complexe cette nuit. C'est pas fini encore, mais bon. Un peu fatigant, mais ça va. Juste derrière le skipper de Gitana Haiti, un duo de poursuivants, tous deux grands animateurs de l'édition précédente, Jean Le Cam et Sébastien Josse. Ils ont eux aussi été particulièrement à l'aise dans cette descente sous Spi ou sous Grande Genaker. Mais à peine les îles du Cap-Vert franchies, un nouveau casse-tête se présente pour les 10 premiers, regroupés en moins de 120 000. Il se nomme Poteau Noir, il va être le grand animateur de cette deuxième semaine de course. Une espèce de marmite pas forcément évident, même pour les meilleurs météorologues, à comprendre ce qui se passe. Ça peut changer très vite de toutes les heures, toutes les 24 heures. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là et tous les skippers, à coups d'empannage, essayent de se placer au mieux sur l'échiquier pour franchir cette zone plate, sans changement de pression et donc théoriquement sans vent. Dans le relief du temps, le vent se trouve uniquement sur les pentes engendrées ici par les anticyclones. Celui des Açores au nord, celui de Sainte-Hélène au sud. On approche du Poteau Noir, donc on va essayer d'être d'attaque pour franchir ça le plus rapidement possible. Et pour l'instant, on profite du soleil, il y a des poissons volants. Et il faut avouer que on est quand même mieux là qu'à Paris, non? Allez, salut! Pour affronter cette zone redoutée par les marins depuis le début de la navigation au large, nos skippers ont pris des forces. À bord des 60 pieds, ils nous convient avec humour à leurs agapes. À les entendre, cela tiendrait presque de la haute gastronomie. On trouve ainsi 2 poissons volants en train de frire dans la gamelle de Yann Elias. Roland Jourdain, lui, se la joue écolo durable. Grand succès sur les pousses de graines à germer, qui sont excellentes, et que je vous conseille à la maison comme en bateau. Un peu de fraîcheur dans cet univers de brut. La nourriture a toujours été le nerf de la guerre, l'hygiène également. Johnny Balbon, relégué en 19e position, découvre toutes les difficultés de la course en solitaire. Je n'ai pas changé de vêtements depuis une semaine. Cela commence à coller et à sentir. Je vais essayer de changer tout ça, de prendre en plus une bonne douche et après j'irai essayer de dormir. Johnny vient juste de se faire doubler par Michel Desjoyaux, bien décidé à revenir le plus rapidement aux affaires après son départ manqué. Le vainqueur du Vendée Globe 2000-2001 n'a rien perdu de son agressivité. Même relégué à 450 000 du leader, il veut peser de tout son poids sur la course. La régate au contact est quelque chose d'épuisant et ça laisse forcément des traces dans les organismes. Moi je vais à mon rythme, je ne sais pas si c'est celui qu'il faut, mais je suis pas sous la pression de concurrents juste à côté, voire même à vue tout le temps. Donc c'est un du bon et c'est un du mauvais. J'espère que par rapport à la fatigue qu'ils ont dû encaisser, ça fait du bon pour moi. 150 000 devant Michel évolue Marc Guillemot, un des grands perdants de la première semaine de course. Resté coincé par une bulle sans vent au large des Canaries, il a passé l'archipel du Cap-Vert 24 heures après les premiers. Ce matin, au petit jour, j'ai passé l'île Saint-Nicolas. Et là, à quelques 25 000 devant, c'est l'île de Fogo. Donc dans 1h30 en pannage. Dès que les vitesses dépassent les 15-18 nœuds, les appendices des 60 pieds se mettent à chanter. Ici, c'est le sifflement du safran qu'on entend. Voilà, c'est une fréquence très aiguë et si je suis pas sourd, en rentrant du Vendée Globe,
c'est que j'ai vraiment pas été vite. Comment ? Mercredi 19 novembre, 10e jour de course. La tête de flotte entre dans le vif du sujet. En impeccable leader, Loïc Perron ouvre la route du Poteau Noir. À ses basques, toujours une meute de jeunes soifards. Les 10 premiers se tiennent en un peu plus de 100 000. On est mercredi, jour des enfants. Nous avons le Poteau Noir, on est presque dedans au début. Les copains sont derrière, Jojo est par là-bas, les autres là, pas très loin, tout le monde est groupir. Ça va se jouer cette nuit et demain. Du vent très faible évidemment, comme vous pouvez voir, on est sous ski depuis maintenant 6 jours. Et je dois avouer qu'avec mon joli Gitana Haiti, tout se passe très bien. A bientôt. 20 000 derrière Gitana Haiti, le skipper de BT, Sébastien Josse, ne lâche rien. Pourtant, les distractions ne semblent pas manquer à bord de son 60 pieds. On entendait ça. On est dans le Poteau Noir, il n'y a pas un nœud de vent. Mais par contre, il y a un petit couple de grillons à bord du bateau. Pas grillons, sauterelles. Et ça fait un barouf. Je vais essayer de vous les montrer. Le grand perdant de l'approche du Poteau Noir se nomme Jean Le Cam. Outre son recalage obligatoire vers l'ouest pour l'aborder, il a dû s'astreindre à une délicate réparation de ses pilotes automatiques. Ses amis du bord, le poisson Bibi, Léon le hérisson et la célèbre panthère rose ne pouvaient pas grand-chose pour lui. Je peux vous dire, quand on cherche la solution pendant 4 heures en travers de la piste et on sait que les autres ils sont à 12-15 nœuds et que vous êtes à 0, pour le moral c'est la forme de caractère, voilà quoi. Donc la panne n'était vraiment pas facile à trouver quoi. Donc j'ai dû perdre une bonne quarantaine de mille, ouais. Plongeons au classement pour Jean Le Cam et plongeons également pour aller retrouver en 20 et 21e position le basque Unai Bazurko et son compagnon de route l'américain Rich Wilson. Tous deux s'apprêtent à doubler à leur tour les îles du Cap-Vert. Raphaël Dinelli devra lui patienter encore un peu, mais celui qui ne fonctionne qu'aux énergies renouvelables vient de se faire une belle frayeur. Je me suis levé avec mon générateur qui a explosé et puis après en le descendant la Falan, il s'est mis dans la quille et j'ai passé 3 heures à travailler les voiles, à essayer de sortir le générateur de la quille des safrans et je suis épuisé. Chut, ne pas faire de bruit, surtout ne pas réveiller le lion qui dort, semble dire Sébastien Josse. Il n'y a pas de vent, mais il n'y a pas de gros nuages noirs non plus. Pas de pluie diluvienne, pas de rafale de vent, le Poteau Noir se la joue cool, même s'il fait évidemment très chaud. À l'avant comme plus à l'arrière sur le bateau de Dick Afari, tout le monde est logé à la même enseigne. Je vais au sud, j'attends toujours la bascule du vent et comme tout va bien, je me suis lavé les cheveux. Vendredi 21 novembre, 12e jour de mer, pas de surprise sur la course. Le Poteau Noir n'a redistribué aucune carte, n'a retenu personne dans sa nasse. Le premier gros obstacle météo est franchi. À bord du bateau de Jean-Pierre Dick, calé en 3e position, le moral est au beau fixe. 2 semaines absolument extraordinaires en termes de tension sportive. Maintenant, on approche l'Atlantique Sud et que de belles images fantastiques de faire un tour du monde tout seul sur un bateau. Avec ce Poteau Noir dans le sillage, une nouvelle course commence. Marc Guillemot prépare son bateau en conséquence. Le spi est ramassé en soute. Donc maintenant, je vais le ranger dans son sac et le ranger au vent pour matusser. Entre Madère et Canaries, le dernier de la course, Jean-Baptiste de Gentil, s'éclate dans des surfs à plus de 20 nœuds. Ces surfs endiablés ne sont pas du tout au programme de la tête de flotte. Maintenant, ils vont se coltiner les alizés du sud-est, soit une navigation auprès dans 15 à 20 nœuds de vent. Merci l'anticyclone de Sainte-Hélène. Le bateau avance pas trop mal, mais ça tape un petit peu là quand même. Ça risque d'être comme ça pendant de nombreux jours là, au vu de la météo devant, donc il va falloir s'habituer à faire du prêt et du reaching facilement en tout temps, passer des journées à arrêter les voiles et à faire de la météo. 17e au général, Arnaud Boissière vit lui aussi penché JT. Il a traversé le Poteau Noir comme une fleur. Bon, on va faire un petit point. Alors, le groupe devant là, ils sont un peu échappés. Panda, Roxy, Safran.
Là par mon travers, un peu plus loin, j'étais en Aviva et Midgej. Steve White juste derrière moi. C'est à 22 h, après 12 jours et 9 heures de navigation, que Loïc Perron s'offre l'équateur. Cela fait maintenant 10 jours qu'il est en tête. C'est marqué sur l'écran à l'instant même, nous venons de passer l'équateur. Donc je viens de saluer nos amis Éon et Neptune qui sont dehors, d'ailleurs comme toujours, ils sont toujours là, ils sont assez sympas, pour leur demander le droit, bien entendu, de passer dans l'hémisphère sud, ce que nous avons fait à l'instant même. Un petit coup pour le bateau. Alors un petit coup pour le skipper. Jean Le Cam reste invaincu, il garde son record de 10 jours et 11 heures établi il y a 4 ans sur le trajet des Sables d'Olonne-Équateur. Mais sur la ligne imaginaire, il concède 8 heures de retard sur le leader. Son bateau est comme toujours réglé aux petits oignons, il nous en apporte la preuve. Alors le matossage, vous voyez de ce côté-ci, il n'y a rien dans le bateau. Ça c'est côté tribord. Et côté bâbord, voilà ce que c'est le matossage, vous voyez. Il y a du matériel partout, tout est stocké. Le programme du week-end et des jours suivants s'annonce simple en apparence. Vague après vague, les skippers vont devoir lutter contre le vent pour gagner vers le sud. Ce speed test géant fera des heureux et des déçus. Le premier d'entre eux se nomme Jérémy Bayou. Dans le cercle, la barre de flèche incriminée, elle s'est cassée et le mât peut se rompre à tout moment. Jérémy fait route vers la côte brésilienne et vise le port de Salvador de Bahia. J'ai eu un petit boom, un petit crack, et donc je suis sorti voir, et tout de suite sous le vent j'ai vu la barre de flèche numéro 2, donc celle du milieu, se balader quoi. C'est tout le système de retenue, le système de fixation qui a pété. Après le mât il tire une drôle de tronche, donc j'ai l'impression que le mât il a pris un shoot aussi quoi, donc voilà quoi. C'est un peu la totale quoi. La réparation s'annonce compliquée, mais Jérémy va s'accrocher au maximum à son histoire, tout comme l'ont fait avant lui Derek Hadfield, Jean-Baptiste de Gentil ou Bernard Stamm, tous trois repartis des Sables d'Olonne loin des premiers. Grâce à leur comportement exemplaire, la légende du Vendée Globe se perpétue. Le mot de la fin pour Bernard Stamm, qui entre à son tour dans le poteau noir le dimanche 23 novembre, 14e jour de course. Si je recolle au groupe de tête, c'est uniquement par chance météorologique. Donc ensuite, je fais marcher mon bateau, quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire au niveau sportif, quoi, voilà, au niveau tactique.